Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition sur Al24 News, votre chaîne d'information. On continue tout de suite les titres du journal. Le torchon brûle toujours entre Bamako et Paris. Le Mali décide de rompre plusieurs accords de défense conclus avec la France. Paris qui qualifie cette décision d'injustifiée. Palestine, les exactions de l'armée d'occupation sioniste dans les territoires occupés se poursuivent. De nouvelles arrestations sont signalées en Cisjordanie occupée au deuxième jour de la fête religieuse de Eid al-Fitr. Nouvel entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Poutine qui appelle l'Occident à cesser l'approvisionnement en armes à Kiev. Le président russe qui accuse les forces ukrainiennes de commettre des crimes de guerre. Et puis le monde de la presse célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Peut-on encore parler de presse indépendante? Focus dans cette édition sur cette liberté d'expression. Continent africain pour entamer ce journal. Le torchon brûle toujours entre Bamako et Paris. Les autorités de transition maliennes accusent les forces françaises d'atteinte flagrante à la souveraineté nationale. Le Mali décide de rompre plusieurs accords de défense conclus avec la France, mais aussi avec ses partenaires européens. Neila Hamouda. La menace a été finalement mise à exécution après des mois de manifestations et une dégradation des relations entre le Mali et la France. Bamako accuse Paris d'atteinte flagrante de la souveraineté nationale par les troupes françaises après de multiples violations de son espace aérien. Dans une annonce à la télévision nationale, le Mali dénonce le traité de coopération en matière de défense signé avec le gouvernement français en 2014. Des accords noués pour combattre le terrorisme au Sahel. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014, le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba. Cette décision intervient dans un contexte d'escalade des tensions entre les deux pays. Le dernier en date a eu lieu la semaine dernière lorsque les autorités maliennes ont accusé l'armée française d'espionnage et de subversion. La tension entre Bamako et Paris est montée d'un cran fin janvier lorsque la France avait évoqué la présence de la société militaire privée russe Wagner au Mali. Ce que ce dernier nie en bloc. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait pointé ouvertement du doigt la société paramilitaire russe et l'accuse d'avoir pillé le Mali. Cela avait provoqué la colère des autorités maliennes, une provocation de plus pour le gouvernement de transition. Suite à quoi, début février, l'ambassadeur français dans la capitale malienne a été sommé de quitter le territoire sous 72 heures. L'opération de retrait des troupes françaises a déjà commencé. Elle devrait durer entre 4 et 6 mois en attendant son redéploiement au Niger. En visite de 5 jours sur le continent africain, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel au gouvernement de transition au Mali, au Burkina Faso et en Guinée afin qu'ils s'effacent du pouvoir, assurant le retour à l'ordre constitutionnel. S'agissant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous avons évoqué entre autres les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. À cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des 3 pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs.
Et suite à la visite d'Antonio Guterres au Niger, le président nigérien Mohamed Bazoum a demandé l'appui des Nations Unies au profit des populations victimes du terrorisme. La région du Sahel central est une région affectée par le terrorisme qui prend malheureusement de l'ampleur. Le Niger a la particularité d'appartenir à cette région, a indiqué Mohamed Bazoum, ajoutant que 6,7 millions de personnes sont contraintes à des déplacements dans cette région. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé à Maïdougouri lors d'une visite au Nigeria pour évaluer la situation sécuritaire dans l'état de Borno, frappé par une longue insurrection terroriste dans le nord-est. Et puis en Somalie, des terroristes Chebeb lourdement armés ont attaqué ce mardi une base militaire de la force de maintien de la paix de l'Union africaine, faisant des victimes, a indiqué un commandant militaire local. L'attaque conduite avant l'aube a visé une base abritant des soldats burundais de l'Atmis, près du village de Sil Baraf, à 160 km au nord-est de Mogadiscio. Il y a eu de violents combats et des victimes des deux côtés, mais nous n'avons pas davantage de détails jusqu'à présent, a déclaré le commandant militaire local Mohamed Ali. Nous vous le disions en titre, pas de répit pour le peuple palestinien en ce jour de fête religieuse. Tôt ce matin, les forces de l'occupation ont mené une vaste campagne d'arrestation de civils. Ils sont des centaines de Palestiniens à croupir injustement dans les geôles du colon sioniste au moment où 500 prisonniers poursuivent leur boycott des audiences des tribunaux de l'occupation, protestant contre le soutien aveugle des tribunaux de l'entité à la politique de détention administrative, sans pour autant donner des justificatifs à leur maintien en détention. Mohamed Amin Abelkan. Au second jour de l'Aïd al-Fitr, nouvelles exactions de l'entité sioniste en Palestine. Une vaste campagne d'arrestation contre des civils palestiniens a été opérée par les forces de l'occupant. Bilan, 8 jeunes arrêtés, des perquisitions et des fouilles. À l'ouest du territoire palestinien, à Jenin plus précisément, 3 jeunes ont été arrêtés. À Naplouse cette fois-ci, c'est un ex-prisonnier qui a été arrêté par les forces de l'occupation après avoir fait une descente selon différentes sources locales palestiniennes. Des descentes devenues un rituel pour l'occupant. Dans d'autres villes palestiniennes, des dizaines d'autres citoyens ont été interpellés sans aucun motif valable. Au fil des ans, l'entité sioniste a placé des milliers de Palestiniens en détention administrative pendant des périodes prolongées sans les juger, sans les informer des charges retenues contre eux et sans leur permettre ni à leurs avocats d'examiner les preuves. Environ 500 prisonniers administratifs palestiniens poursuivent leur boycott des audiences des tribunaux de l'occupation sous le slogan « Notre décision est la liberté » pour le 123e jour consécutif dans le cadre de leur lutte contre la politique de détention administrative. Et nous allons nous intéresser à cette sortie médiatique à présent, d'ailleurs largement relayée. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare que la judéité du président ukrainien Volodymyr Zelensky n'empêchait pas la présence de nazis en Ukraine, ajoutant, je cite, « Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif ». Une déclaration qui ne passe pas pour l'entité sioniste qui a aussitôt réagi en convoquant l'ambassadeur russe pour consultation. Safwan Ben Sabri. La déclaration a provoqué une rafale de réactions de la part de divers dirigeants du monde. Sergueï Lavrov affirme qu'Hitler aurait des origines juives. Zelensky fait valoir cet argument. Comment le nazisme peut-il être présent en Ukraine s'il est lui-même juif? Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif. Le parallèle du chef de la diplomatie russe est clair. La judéité de Zelensky n'empêche pas la présence de nazis en Ukraine. L'existence des bataillons d'Azov, entre autres, est impossible à nier. Cependant, l'ascendance juive d'Hitler est-elle plus difficile à démontrer, d'où le bénéfice du doute accordé par Sergueï Lavrov. Le ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste a fustigé dans la foulée les propos de son homologue et convoqué l'ambassadeur russe pour obtenir des clarifications. Le retour répété du thème religieux et civilisationnel durant ce conflit montre la polarisation qui le caractérise. Les responsables ukrainiens avaient appelé devant l'Union européenne à défendre la frontière de la civilisation, sous-entendant que l'Ukraine séparait le monde civilisé du monde non civilisé. Zelensky, quant à lui, avait fait appel aux Juifs du monde entier pour le soutenir dans sa lutte. Ces recours répétés au domaine du passionnel mettent en exergue l'enjeu du conflit en cours. L'Ukraine se trouve entre la civilisation orthodoxe et la civilisation occidentale.
dont la domination est menacée pour la première fois depuis 5 siècles. Et en parlant du conflit ukrainien, nouvelle discussion téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron. Poutine qui a demandé à l'Occident de cesser l'approvisionnement en armes à l'Ukraine, ce qui pourrait aider à arrêter les atrocités en exerçant une influence appropriée sur les autorités de Kiev. Poutine qui accuse les forces ukrainiennes de commettre des crimes de guerre et l'Union européenne de les ignorer. Et en riposte aux sanctions occidentales, la Russie a annoncé que son président Vladimir Poutine a signé un décret mettant en place des sanctions économiques de représailles face aux actions inamicales de certains États étrangers et d'organisations internationales. D'après ce décret, la Russie va interdire l'exportation de produits et de matières premières à l'attention des personnes et des entités ciblées par ces actions. Et en parlant d'approvisionnement en armes, le Royaume-Uni va augmenter son aide militaire à l'Ukraine face à l'offensive russe avec des radars et des drones et continuer à faire afin que plus personne n'ose attaquer. Le pays a promis ce mardi, le Premier ministre britannique Boris Johnson à distance au Parlement ukrainien. Ce nouveau plan de 300 millions de livres, environ 355 millions d'euros, vient s'ajouter aux 450 millions de livres d'aide militaire à Kiev par Londres, fournissant notamment des milliers de missiles anti-chars légers et promis récemment des véhicules blindés pour les évacuations des missiles anti-navires et des systèmes de défense anti-aérienne. I can announce today from the UK government. Je peux annoncer aujourd'hui un nouveau plan d'aide du gouvernement britannique d'un montant total de 300 millions de livres, incluant des radars pour localiser l'artillerie qui bombarde vos villes, des drones de transport lourds pour approvisionner vos forces et des milliers d'appareils de vision nocturne. Nous continuerons à approvisionner l'Ukraine aux côtés de vos autres amis en armes, en financement, en aide humanitaire, jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif à long terme, qui doit être de fortifier l'Ukraine de telle sorte que personne n'osera plus jamais vous attaquer. Point sur la situation sur le terrain en Ukraine. L'usine d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol, est la cible ce mardi d'un puissant assaut des forces russes. 101 civils ont par ailleurs été évacués de cette usine où ils étaient retranchés depuis des semaines. Souhila Kilal. L'usine d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne de la ville de Mariupol, a été ce mardi le théâtre d'une offensive de l'armée russe, appuyée par les forces pro-russes de Donetsk. Selon les autorités ukrainiennes, les bombardements russes se sont poursuivis toute la nuit de lundi à mardi et l'assaut sur Azovstal est toujours en cours avec le soutien de véhicules blindés et de chars. Pour la première fois en 2 mois de siège, une centaine de civils réfugiés dans l'immense aciérie d'Azovstal ont pu être évacués grâce à un convoi humanitaire, une évacuation qualifiée de réussie par l'ONU. Ces rescapés étaient coincés depuis plusieurs semaines dans le complexe industriel ukrainien. Le transfert avait débuté durant le week-end du 1er mai. Selon le maire de la ville, plus de 200 civils sont encore retranchés dans l'usine avec des combattants ukrainiens qui tiennent cette dernière poche de résistance. Dans la région de Kiev, de nombreuses opérations de déminage sont en cours après le passage de l'armée russe autour des infrastructures et des transports, mais aussi dans les champs des agriculteurs. Le port d'Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine, est lui de nouveau la cible de missiles russes. Les Ukrainiens craignent que la ville soit un des objectifs de la Russie. Ces images à présent, toujours en Ukraine, montrant des militaires russes patrouiller. Le drapeau de la victoire soviétique, lui, est hissé sur la place centrale de Melitopol, ville contrôlée par Moscou et située à mi-chemin entre la région de Donetsk et la péninsule de la Crimée. Énergie à présent, toujours autour du conflit ukrainien. L'Union européenne refuse de payer le gaz russe en roubles et se prépare à une rupture avec Moscou. Les ministres européens de l'énergie évoquent un arrêt progressif de leur approvisionnement dans le cadre d'un 6e paquet de sanctions contre Moscou. Mohamed Ali Ben Shaban. La question énergétique est à nouveau au cœur des discussions à Bruxelles. L'Union européenne propose un embargo progressif sur le pétrole russe dans le cadre d'un 6e paquet de sanctions contre Moscou.
Les nouvelles sanctions seront prononcées au plus tard demain. À l'issue d'une réunion d'urgence des ministres européens de l'énergie, les 27 refusent de payer le gaz russe en roubles. Bien que des livraisons venues de Norvège et des Pays-Bas ont été augmentées, la part des importations de gaz russe est passée de 45 à 35% en Europe. Le chemin est encore long pour se passer totalement de la Russie en matière de gaz naturel, mais aussi de pétrole. En clair, les Européens cherchent à résoudre l'équation difficile qui leur permettrait de se passer de l'énergie russe au plus vite, sans pour autant mettre en péril leurs économies et menacer la paix sociale. Le Kremlin demande que les clients de Gazprom ouvrent deux comptes chez Gazprom Bank. Sur le premier compte, ils opèrent le paiement dans la devise prévue par leur contrat. Les autorités russes considèrent que la transaction n'est effectuée que lorsque la somme est ensuite convertie en roubles, puis transférée sur le second compte par les bons soins de Gazprom Bank. Pour les 27, il n'y a pas de risque immédiat pour les approvisionnements, mais l'Europe ne pourra pas remplacer les 150 milliards de mètres cubes de gaz russe par d'autres sources. Seulement les 2/3 des approvisionnements peuvent être remplacés. Énergie, toujours, le géant des hydrocarbures britanniques British Petroleum a encaissé une perte massive au premier trimestre de 2022 après sa décision de sortir du capital de l'entreprise pétrolière russe Rosneft. En réponse au conflit ukrainien, la perte nette du groupe atteint les 20 milliards de dollars contre un bénéfice de presque 5 milliards un an plus tôt et le chiffre d'affaires a bondi à 51,2 milliards de dollars en hausse de 40,3%. Europe, toujours en France, en prévision des prochaines législatives. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, met les bouchées doubles en multipliant les tractations afin de former une alliance de gauche pour contrer la droite. Après un accord scellé avec les écologistes dans la nuit de dimanche à lundi, les négociations se poursuivent avec le Parti socialiste et le Parti communiste français. Yerim Boukhari. C'est l'un des temps forts attendus par la gauche. Face à des législatives qui approchent à grands pas, partir unis s'avérait nécessaire, avec pour objectif remporter la majorité à l'Assemblée. Une union populaire voulue par la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, pour contrer la montée de la droite et de l'extrême droite dans le pays. Mais alors que pour plusieurs observateurs, la mission était périlleuse, voire perdue d'avance, au vu des nombreuses divergences au sein du camp de gauche, ces derniers jours, les choses semblent se démêler. En effet, après une longue nuit de négociations, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise en finissent lundi par se mettre d'accord pour proposer des candidatures communes. La France Insoumise espère que les autres partis de gauche emboîtent le pas. Les négociations avec le Parti communiste français sont sur la bonne voie, selon les cadres de la France Insoumise. Un accord est sur le point d'être scellé ce mardi entre les deux partis et des annonces pourraient être faites dans les prochaines heures. Et je n'ai aucune envie de mettre fin. Pour les socialistes, le processus est beaucoup plus complexe. Depuis une première suspension des négociations vendredi, la réconciliation pourrait prendre du temps, voire forcer les forces de gauche à jouer les prolongations. Et pour cause, les socialistes qui peinent à s'accorder. Ces derniers jours, quelques 1000 socialistes ont apposé leur signature pour protester contre ces négociations avec la France insoumise. Mais les insoumis insistent. La date butoir approche, dans l'idéal aujourd'hui, mardi 3 mai. Une date importante. Le 3 mai 1936 fut la victoire du Front populaire aux élections législatives. Tout un symbole pour trouver un accord qui unirait toute la gauche. Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette date, le 3 mai, date de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Focus dans ce journal sur cette liberté d'expression. Comment la définir justement? Peut-on encore parler de presse indépendante? Élément de réponse avec Iman Merat. Nous célébrons ce mardi 3 mai la Journée mondiale de la liberté de la presse, une journée lourde de sens. Chaque année, cette date qui a été décrétée par les Nations Unies en 1993, Journée mondiale de la liberté de la presse, est une date commémorative qui sert à rappeler au gouvernement le devoir d'honorer leurs engagements respectifs en faveur de la liberté des médias. Comment définir cette liberté d'expression? Peut-on qualifier de nos jours la presse d'indépendante? Quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir? Peut-on réellement tout dire? En effet, au vu des derniers rebondissements qui secouent le monde, la presse est-elle devenue un instrument entre les mains de ceux qui font et défont l'actualité?
La presse s'est-elle substituée en relais des décisions politiques? Lors des couvertures des crises, des guerres ou des conflits, la presse de par le monde semble se positionner d'emblée, jouant ainsi le rôle de viseur avec une instinctive prise de position. À titre d'exemple, le conflit du Tigré en Éthiopie, l'ensemble des médias internationaux, précisément les grandes firmes médiatiques, s'étaient positionnés au Tigré ainsi que dans les régions limitrophes, véhiculant de ce fait l'image d'un peuple opprimé, rongé par la famine et d'une crise humanitaire soutenue. Il faut croire que le choix de la terminologie et des discours joue également énormément sur l'aspect émotionnel. Lorsqu'on parle de frappes américaines, de frappes sur Gaza, les mots sont scrupuleusement et minutieusement choisis, pointant du doigt les appartenances politiques à l'instar de djihadistes, membres du Hamas ou encore assaillants et des fois même terroristes. Alors que s'agissant de l'Ukraine, les images se braquent essentiellement sur des visages d'enfants et des femmes en pleurs. Aussi, depuis le début de la contestation en Syrie, le mot régime est récurrent, utilisé dans le sens explicitement péjoratif, justifiant de surcroît une flagrante prise de position. L'image présentée est donc elle-même considérée comme une prise de position médiatique. La vulgarisation du discours partiel s'intensifie, le conflit russo-ukrainien en est le parfait exemple. Le président russe Vladimir Poutine est constamment présenté comme fou ou même parano, tantôt malade, tantôt despote, se mettant toujours du côté des dictatures, en l'occurrence son soutien à la Syrie. Pourquoi couvrir uniquement dans les pays qui subissent les dites attaques? Toute la presse internationale, tous les médias lourds sont positionnés sur le sol ukrainien, caméra branchée sur la Russie, telle une arme. Face à cette impartialité et manque flagrant d'objectivité, la liberté d'expression est devenue une phrase creuse, dont se targuent les médias occidentaux en reprochant au reste des médias de ne pas être à la hauteur, alors qu'eux-mêmes ont écarté ce concept de leur travail, et ce, depuis bien longtemps. En atteste de cela la situation actuelle que vit notre monde moderne, noyé dans le double standard quant au traitement des dossiers brûlants tels que la Palestine, l'Ukraine ou encore le Yémen. Il est important de souligner que dans l'univers des médias, les politiques sont très peu préoccupés par la justesse des causes qui ne le sont par l'objectif à atteindre, en diabolisant l'ennemi à abattre. On peut en déduire que les personnes à forte influence détiennent l'information, à partir du moment où tout peut être distillé. Les paramètres des informations sont orientés, donc aujourd'hui on ne parle plus d'informations, mais surtout de cibles à atteindre. Murdoch Robert, El Walid Ben Talal ou encore Vincent Bolloré, des hommes qui détiennent le pouvoir mais également l'argent, le nerf de la guerre. Leur pouvoir d'influence leur permet de véhiculer des images et des messages précis, mais aussi d'instaurer un pouvoir de l'image orienté. Quelle place laisse-t-on à la liberté d'expression? Le journalisme quatrième pouvoir, est-ce toujours vrai? Aujourd'hui, Julian Assange a complètement été livré par les autorités britanniques. Déporté aux États-Unis, il risque de finir ses jours dans un pénitencier pour avoir révélé au grand jour des horreurs commises par l'armée états-unienne et qu'on tentait absolument d'occulter. L'Occident, donneur de leçons en matière de liberté d'expression, a une nouvelle fois échoué à en apporter les preuves. Mentez, mentez jusqu'à ce qu'on vous croie et jusqu'à ce que vous-même croyiez à votre mensonge. Une phrase qui résume la philosophie même du travail médiatique contemporain. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo du monde présentée par Amal Amzienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.